Il y eut qui s'éleva une parole sacrée. Or, le poème, alors le poème de soi engendré, commença d'être reconnu. Ainsi aurait dû être prononcé, peut-être dans les préhistoires de toutes les littératures du monde, ce même commencement. Son intitulé indiquerait un premier et obscur composé de l'intention des langages, bien avant que les rudes clartés des histoires ne divisent les espaces et les échos des voix. C'était avant toute humanité. Les glycérias, follement apparus, se regroupaient en lisières déchiquetées qui divaguaient dans des gorges de feu. Les couleurs à peine se distinguaient les unes des autres, et les arcs-en-ciel torturés n'étaient encore que des masses sans halo qui requéraient à la ronde leurs lignes. Des éternités plus loin, ce qui a surgi sur les pentes obscurcies des grottes n'était pas l'ombre trompeuse d'une réalité d'au-dehors, mais le signe même de la fusion du tout au tout. Les humanités n'avaient pas encore retranché leurs différences à coups d'amputations sanglantes. Et ce qui était gravé là, sur les roches de leurs cavernes, ni main divine, ni trait conjuratoire, était aussi la mémoire de ce poème originel, venu de soi-même, et l'écho de cette parole sacrée, née déjà de toutes choses au monde. Poème, relent, écho, qui exhalait et accompagnait la stupeur sacrée. Le mythe, ou cette légende, ou ce rêve, grossi des réels inconcevables des origines, qui se recomposa dans les premières histoires des humanités, n'avait pas la valeur close d'une occasion historique, pour la raison qu'il se répétait avec chaque poète qui, depuis ces temps offusqués, avait remonté nos temps évidents pour rencontrer de semblables révélations. Écrire un poème, ou le chanter, ou le rêver, c'était consentir à cette vérité invérifiable que le poème en soi est contemporain des premiers brasiers de la terre. Voilà pourquoi nous nous plaisons à ce que le prétexte du poème demeure très obscur. Chacun recule à convenir à ses clartés. Ce poème, tout voyant, ne se prévaut d'aucune nécessité visible, et les plus assurés poètes le disent, et ce poème en revient chaque fois à cela qui fut un épisode ou un besoin des presciences des humanités, et il renouvelle, avec les poètes les plus inattendus dans leur nécessité de parole, ce cheminement qui a mené de l'obscur originel du chant à ses évidences tremblantes. Le tissu du poème est trouble, indiscernable. Le poème va sa route par-dessous. Il manifeste ses éclats dans toutes les langues du monde, cris ou paroles, c'est-à-dire dans toutes les directions où nous nous sommes peut-être perdus. Il s'étend de vérité d'un paysage en vécu d'un autre, le poème nomade. Il roule de temps à temps. L'élévation avait fait que la parole s'était enlevée d'elle-même, en même temps qu'effacée de tout lieu possible, comme un oiseau innumérable. Cela se passait avant que les races et les langues et les postures se fussent différenciées puis opposées, et le poème avait disparu dans des effondrements de la terre, dans des obscurités insues, et avec lui toutes les possibilités des langues qu'il avait fallu désormais recomposer comme des racines cassées. Cet avant-jour engouffre et inexplicable. Philosophie de la relation, Édouard Glissant. Oui, c'est un texte merveilleux, n'est-ce pas, qui pourrait faire la base de toute une discussion pour ce matin sur la parole poétique comme langage premier. Alors, malheureusement, on ne peut pas passer du temps à cela. Alors, si vous permettez, je vais prendre une toute petite minute avant de commencer à présenter les intervenants pour vous passer un message d'un collègue des États-Unis qui a fait beaucoup de travail sur ces airs ainsi que sur beaucoup d'autres écrivains, en particulier d'Afrique, Thomas Hale de Pennsylvania State University,
qui m'a envoyé un message et m'a recommandé de le passer. Alors, je l'ai là en anglais, je vais traduire grosso modo très vite. Hein. Il voulait vous annoncer que les écrits d'Aimé Césaire, une biobibliographie commentée, 1913-2008 par Cora Veron et Thomas Hale, au Véron plutôt, sera publié par Champion en automne 2012 ou tôt en 2013. Ce livre contiendra des extraits et des commentaires d'œuvres et des commentaires sur à peu près ou presque 1000 textes publiés par Césaire, présentés en ordre chronologique, et il y aura des repères nombreux, biographiques et historiques, ainsi que des notices bibliographiques. Il veut aussi vous faire savoir que Comparative Literature Studies, une revue qui est dans le département de littérature comparée à Penn State University, va publier une section spéciale de 4 essais sur Césaire en 2013. Et puis alors, Véron et Hale préparent un site web d'informations sur des publications par Césaire qui ont paru avant 2008 et qui ont été ces publications découvertes seulement après qu'il avait terminé ce livre dont je viens de vous parler, ou alors quelques publications publiées après 2008, donc à titre posthume, je suppose. Et ils espèrent inclure une variété de renseignements sur la recherche de Césaire, et ce site est en construction et sera accessible vers la fin de l'année. Et là, j'ai des adresses de courrier électronique. Voilà. Bon. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici. Bonjour à tous. Et notre session ce matin s'intitule Le poète, mais ça a été changé le titre, Le poète, le critique et le lecteur, je crois, hein, lecture entremêlée. Et donc, il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs sur ce titre, puisque nous sommes tous lecteurs, lectrices d'abord, et de temps en temps critiques, hein, et nous avons affaire à des très grands auteurs qui étaient eux-mêmes, qui sont eux-mêmes, comme nous le savons, de très grands lecteurs et critiques de littérature. Il y a un emmêlement là fort intéressant hein, dans notre session ce matin. Alors, je vais commencer par présenter très rapidement le premier intervenant, Raphaël Laureau, qui est chargé d'enterrement à l'Université Paris-Ouest Nanterre, Paris 10 donc. Il est membre de l'Observatoire de la poésie contemporaine au sein du Centre des sciences de la littérature française. Et Raphaël Laureau prépare une thèse de doctorat sur l'image et la conscience de la Terre dans les poèmes et les essais d'Édouard Glissant. Hein, Édouard Glissant, une poétique de la Terre. Assistant d'Édouard Glissant de 2008 à 2010, après la rédaction d'un premier mémoire d'études, il a notamment collaboré à l'édition de La Terre, le Feu, l'eau et le vent, une anthologie de la poésie du tout-monde de 2010. Et il travaille actuellement avec Madame Sylvie Glissant au classement et à l'inventaire des archives de l'écrivain. Alors, Raphaël va nous parler de Édouard Glissant, lecteur ambivalent, c'est ça ? De Saint-Jean-de-Perse, le titre ayant été quelque peu changé. Vous avez exactement 20 minutes. Alors, vous m'entendez? Oui. Donc, je lance le chronomètre. Et je remercie d'abord Loïc de m'avoir invité, Sylvie, évidemment. Bernadette Caillé, je vais citer un petit texte qu'elle a écrit, un petit passage qui m'a vraiment soutenu dans l'exposé que j'essayais de faire. Et enfin, je voudrais rendre un bref hommage à Antoine Rebaud, qui est mort récemment et dont la lecture m'a vraiment aidé à construire l'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, au risque de m'éloigner un peu de ce qu'Antoine Rebaud a appelé, au regard des textes plus tardifs, l'éclat de l'éloge de Glissant à Perse, je vais en revenir à l'origine non antidivisionnelle que lisait Sophie Bourrel, mais à l'origine de l'œuvre d'Édouard Glissant, c'est-à-dire aux premiers textes dans lesquels apparaissent la figure ou l'ombre de Saint-Jean-de-Perse, des textes écrits entre 1946 et 1976, c'est-à-dire les textes des 30 premières années de l'œuvre, dans lesquels on aperçoit moins, si vous voulez, une affinité ou un partage de vision poétique qu'une dualité vraiment profonde du poète Édouard Glissant.
On voit notamment comment Glissant dénie le clivage opéré par Perse, clivage qui est le renversement, enfin l'arrachement de Perse à son patronyme d'origine Léger. Glissant dénie cela, réinvestit dans l'œuvre qu'il commente une division à laquelle avait tenté d'échapper Perse lui-même, et à travers cette opération-là de Glissant, cette transmutation, on pourrait dire, on mesure à la fois l'ambivalence de sa critique et l'intensité chez lui d'un problème, de ce cru problème qu'il souligne dans le discours antillais, lorsqu'il évoque à propos de légitime défense l'ambivalence et la contradiction à l'œuvre dans l'antillais intellectuel, l'amour et la haine du monde occidental, du monde blanc, dont l'intellectuel est à ses yeux l'enjeu. Saint John Perse, du coup, semble nouer à lui seul une de ces binarités dépassables ou non qui figurent en exergue de poétique de la relation. Vous savez, par exemple, pensée archipélique, pensée continentale, société atavique, société composite, enfin toutes ces binarités-là. Lui incarne cette binarité à lui seul et en cela devient une sorte de synecdoque de toute la pensée de la relation. Bon, ce que je voudrais donc essayer de montrer ici, c'est pas tant la relation de Glissant à Perse que le portrait de Glissant dans sa lecture des textes de Perse, et plus précisément le portrait d'un sujet divisé, à la fois fils et étranger, comme lui-même le disait, tout le temps voué à un balancement qui fait qu'on ne peut pas le réduire dans une unité. Les propositions introductives seront celles-ci. Premièrement, qu'il ne faut pas croire tout à fait Glissant lorsqu'il commande son œuvre et qu'il nous dit par exemple « J'ai toujours été plus proche de Perse que de Césaire », pour la simple et bonne raison que Glissant disait en même temps à propos de Perse « J'y cherche en vain, dure et lourde à souffrir, la relation ». Cela, ça me conduira à lire au-delà de l'intention poétique affirmée, dans ce qu'il appelait le propos différé, qu'il aimait chez Perse et chez Faulkner, c'est-à-dire dans ce qu'il appelait le dire sans dire tout en disant. La deuxième chose, c'est que la division du signifiant perse que Glissant opère en distinguant d'une part l'errance universelle de l'occidental et d'autre part l'enracinement du créole sur le site originel antillais, serait davantage révélatrice d'une tension propre à Glissant qu'une articulation réellement éprouvée par Perse. En cela, les textes critiques de Glissant relèveraient moins d'une entreprise d'appréhension de l'altérité radicale, comme aurait pu le faire Derrida, par exemple, qui avait banni de son lexique le mot dialogue, qui savait que le dialogue était impossible, qui cherchait à atteindre l'altérité radicale. Glissant, lui, si vous voulez, réalise ce que la psychanalyse appellerait peut-être une projection de soi ou une fiction de soi dans le miroir de l'autre. Je cite 3 phrases de Glissant. « L'autre que je suis est ouvert en la totalité au jeu de cet autre. » Ensuite, grandissant de ce qu'on fréquente, on vient à l'éclairer par se comprendre soi-même. Enfin, je te parle dans ta langue et c'est dans mon langage que je te comprends. 3 axiomes autocentrés de la poétique de la relation qui sont aussi similaires ou analogiques au principe de la révélation de l'être à lui-même que souligne Kojève dans sa lecture de Hegel. Troisième proposition critique, que malgré le tout monde et malgré la relation qui viendra après, je reste sur les 30 premières années, Glissant ne parvient pas à se défaire de ce qu'il appelait cette inlâchable question de la race et du rapport tumultueux avec une autre race qu'il évoque à propos de Faulkner dans son Faulkner Mississippi, mais aussi à propos de Perse. Donc, pour toutes ces raisons, je voudrais proposer une sorte de piste de lecture, dire que ces textes, peu à peu, suivent sur les traces de Hegel cette consommation dialectique, source de vérité, que Glissant voyait déjà dans Soleil de la conscience quand il disait « toute vérité trouve sa source dans la consommation dialectique ». Pourquoi je parle d'une dialectique? Puisqu'en 2005, dans La Cohue du Lamentin, après une lecture de 60 ans, Glissant en arrive à une conclusion, je la cite, « Les poètes européens du XXe siècle, par exemple en France, Ségalen, Claudel, Saint John Perse, n'avaient pas changé de topic mais d'objet de poésie, je vais un peu plus vite, leur poétique est une mesure de la démesure. Pour nous autres poètes du Sud, notre poétique seront une démesure de la démesure. » Ainsi, on pouvait percevoir l'annonce d'un dépassement. Malgré sa créolité, Perse n'entrait pas dans ce « nous autres poètes du Sud ». Sa naissance, son origine et sa condition lui empêchaient d'accéder aux yeux de Glissant à cette démesure de la démesure
source selon lui, ou du moins point culminant de toute la littérature. Donc, pour soutenir cela, il faut que j'aille un peu plus vite. Je voudrais simplement citer le petit extrait du texte de Bernadette Caillet en 1976. On doit souligner, oui, mais qui a cassé un peu la solitude dans laquelle je me trouvais. On doit souligner que l'œuvre de Glissant porte clairement la marque de Perse, avec laquelle il ne peut avoir que des rapports équivoques, cela s'entend. Peut-être l'ambiguïté se résout-elle seulement au nœud étroit de deux nostalgies, non pas communes, mais en fait opposées, car s'il est bien question d'exil chez l'un et l'autre poète, l'un, Glissant, rêve toujours de revenir à une terre, l'autre, Perse, n'a que la passion des départs. L'un est l'errance dont il est la proie, l'autre l'exalte comme signe d'une condition de l'humain, voire de sa grandeur. Et évidemment, j'aurais pu citer la préface de Jean Paris à l'anthologie de la poésie nouvelle, le texte d'Antoine Raybaud, les textes de Roger Thompson ou de Jack Corzani dans la revue Europe. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux critiques qui ont tenté de montrer cette dialectique. Un peu pressé par le temps, je commencerai tout de suite par un poème de 46. Poème contemporain de la période du franc-jeu, peu commenté. Ce poème s'intitule « Déroute des souvenirs ». Je vais essayer d'en lire quelques extraits sans trop le massacrer. Je ne laisserai rien derrière moi, pas un soleil de lever d'arbre, pas une étoile entre deux persiennes, pas une femme engourdie d'air cuit. Je ne laisserai pas un rire, pas un joujou, pas une pourriture, pas un souvenir. Je ne laisserai pas une fleur de miel, pas un tam-tam, pas une prière. Il faut tout happer, griller, même l'hallucination de ta robe d'algue, ô jeune fille, même tes mains dans tes poches, ô gaz de cocarde, rien derrière moi. J'en ferai un paquet d'astres enguirlandés d'explosions que je jetterai rapide et le plomb au vœu à la mer immobile des inattendus. Ce poème paraît préfigurer le calque négatif de Perse et de Claudel que seront les Indes 10 ans plus tard. En effet, si la liste des souvenirs qui ne forme pour Glissant qu'une molasse indique le refus du retournement orphique, le retour vers le passé, en même temps, Glissant fait l'inventaire des lieux importants du pays de l'enfance. Il se rapproche en cela, il prend en miroir, si vous voulez, éloge. De la même façon, si le minimalisme de sa phrase, réduit parfois à un seul mot sur la ligne, prend à revers la seule et longue phrase sans saisir de Perse, le rythme anaphorique de l'ensemble nous rappelle les répétitions, comment on pourrait dire, les énumérations d'Anabase, celui qui, vous savez, celui qui trouve son emploi dans la contemplation d'une pierre verte, enfin bref, etc. Mais surtout, Glissant renverse symétriquement des images de Perse. Premier, dans le troisième vers, la persienne, pas une femme entre deux persiennes. Déjà, persienne, ça devrait nous indiquer quelque chose. Cette image de la persienne, on la retrouve 2 fois chez Perse, à chaque fois pour introduire le signifiant de la femme noire. Ensuite, dans le vers suivant, pas une femme engourdie d'air cuit, je ne peux m'empêcher de penser à ces grandes filles luisantes qui remuaient leurs jambes chaudes près de toi, de Perse. Donc Glissant ne laissera pas une femme engourdie d'air cuit. On le comprend, Glissant prend un revers, éloge. En somme, il faut vraiment que j'aille beaucoup plus vite. Vous avez encore 10 minutes. Oui, mais j'ai encore 4 textes à évoquer. Glissant prend vraiment en miroir. Par exemple, je reviens à quelque chose, quand il dit qu'il ne faut rien laisser derrière soi, est-ce qu'on ne peut pas penser au chant 2 d'exil et à ce grand poème né de rien, à ce grand poème fait de rien? De même, comme Glissant dit « il faut tout happer, griller », est-ce qu'on ne peut pas penser à ces vers du chant 4 d'exil « ah, toute chose vaine au vent de la mémoire, ah, qu'on brûle, ah, qu'on brûle ». On voit bien qu'il y a un rapport de symétrie avec Perse, de symétrie renversée. Mais enfin, l'ambivalence, si vous voulez, se noue dans le vers final, à la mer immobile et des inattendus. Dans le motif de la mer est certes celle des inattendus, mais elle est aussi immobile. Et là, c'est d'autant plus surprenant que la mer immobile est un motif que l'on retrouve dans un poème de Lecomte de Lille, à qui Glissant emprunte peut-être l'image et le thème. Je cite Lecomte de Lille. En lui-même, avec lui, tout sombre, souvenir, rêve, sentiment, le temps, l'étendue et le nombre, dans la mer immobile et sombre. On voit bien que cette double opposition, en réinvestissant, si vous voulez, Lecomte de Lille, poète de la Réunion, en s'opposant à Perse, il y a quelque chose de l'ordre du rapport ambigu qui se joue.
rapport qui se transformera dans les textes suivants, puisque Glissant ne cessera par la suite de louer l'attachement aux lieux et aux souvenirs du pays, tout en critiquant chez Peirce le goût de l'extase universelle et en critiquant l'affranchissement du sol originel. Ensuite, j'aurais voulu évoquer deux textes. Le premier, de 1952, qui est son mémoire d'études de philosophie, dans lequel Glissant étudie la figure de Peirce. Malheureusement, ce mémoire semble s'être perdu, mais Glissant, qui déplorait vraiment cette perte d'ailleurs, à qui j'avais posé la question, m'avait dit « le texte figure dans l'intention poétique », donc j'y reviendrai. Le troisième texte, dans lequel apparaît la figure de Peirce, est une brève note de lecture de 54 dans les Lettres Nouvelles, où Glissant s'en prend très vivement à l'ouvrage de Roger Caillois, publié la même année. Toutefois, s'il s'en prend à Roger Caillois, on pourrait analyser les motifs de cette critique. Glissant avoue pour la première fois, explicitement, une préférence. Je cite, « L'entreprise de Caillois était trop systématique, a été trop schématiquement menée pour qu'elle puisse mettre en évidence les fluctuations mêmes de cette œuvre, donc de Peirce. Ce mouvement d'accentuation rhétorique venu avec le temps, par exemple, qui nous empêche d'aimer vent autant qu'Anabase. On est en 54 et le goût de Glissant est déjà décidé. Ce qu'il aimera, ce sont les deux premiers livres, Éloge et Anabase. Le reste, à ses yeux, je pense, n'aura peut-être pas de succès. J'en arrive maintenant à l'intention poétique. Je passe sur les Indes, parce qu'il faudrait vraiment avoir beaucoup de temps et que des commentaires existent déjà, notamment celui d'Antoine Raybaud, j'en reviens toujours à lui. Dans l'intention poétique, Glissant noue pour la première fois, c'est le premier texte conséquent, substantiel, que Glissant consacre à Peirce, donc texte peut-être du mémoire de 52, et Glissant insiste sur le caractère divisé, partagé de Peirce. Je cite, « Il écrit la lettre suprême de l'Occident, immobile, et le premier chant de l'Occident partagé. Voyez comment il assaut perfidement l'être, le trouble à nouveau. L'exil est-il d'Europe, d'Amérique? Pourquoi ce trouble? D'où le départ ?» La question est là, mais au fond de lui, Glissant dresse le portrait d'un Saint John Peirce en conquérant et réintroduit sa propre dualité à lui. Glissant se dit non enivré d'errance, en proie à l'errance, fiévreux de s'enraciner, et finit par déclarer son parti pris. Ce rêve de l'en aller n'est pas le mien, le solennel voyage, son solennel rapport, ses totalisations. J'y vois le livre, bestiaire, portulant, haut registre du savoir, j'y cherche en vain, dur et lourde à souffrir, la relation. L'ambivalence originelle donc s'annule, et Peirce devient aux yeux de Glissant poète de l'essence plus qu'essentiel poète. Je cite encore Glissant, « Saint John Peirce reconnaît à travers Dante, qui en fut la voix épique, sa vraie demeure, l'Occident. Il fait sa maison de tout l'Ouest. » Et on sait que Glissant reprochait ce tout en Ouest. La préface de l'anthologie du Tout-Monde le prouvera. Glissant rajoute donc à l'adresse de Peirce, « Le monde est irréductible à une parole, même si elle est totale. » On est en 69, le tout-monde n'existe pas encore. Enfin, en conclusion, l'ambivalence revient. Glissant se réconcilie avec Saint John Peirce et dit ceci. « Si la chronique des conquérants nous incommode, si même l'éloge a tenté d'exaucer un être du monde aux dépens de l'étang, quelle parole pourtant a plus densément figuré le drame où l'Occident solitaire s'est soudain stupéfait face aux argiles bougées du monde. » Donc, on voit que la tension originelle depuis les premiers textes se poursuit, mais à chaque fois avec des déplacements. J'en arriverai donc au dernier texte, celui que Glissant écrit en 1976, quelques mois après la mort de Peirce, une fois débarrassé peut-être de cette imposante figure symbolique du maître à la fois littéraire et maître symbolique de la plantation. Dès l'incipit, ce texte de 76 s'apparente à un règlement de compte auquel se conjugue un appel au dépassement. Je cite le texte, « On voit que chez Peirce, davantage l'errance croît, davantage la parole se fixe, jusqu'à tenter de minéraliser un universel sans faille pour n'avoir pas à l'approcher au travers hésitant d'un seul donné. Peirce scelle l'expression ultime, totale de l'Occident, c'est le dernier trouvère d'un monde systématisé, et c'est là où c'est intéressant, en cela il s'oppose à Ségalen, le divers n'est que son accident, sa tentation, non son vocable. » Pour qui connaît le sens du mot universel, minéralisé, le système chez Glissant, on voit que là, Peirce n'est pas épargné. Par ailleurs, Glissant rajoute « Colon de l'univers,
Perse n'en souffre nulle mauvaise conscience, mais au contraire magnifie la double ambiguïté de son rapport au monde. Dernier trouvère du monde en système, il reprend l'expression, sans doute Hegel eût-il aimé en Perse cette passion du total. Perse comprend ce qui advient au monde, quand même il choisit de ne pas l'accepter, de n'y participer. Dans le même temps, Glissant reconnaît une certaine grandeur à Perse, mais encore une fois non sans ambivalence. Au-delà, Saint John Perse est à tous nécessaire, et c'est le plus juste éloge à faire à son tour au poète. Perse nécessaire, comme l'était la négritude de Césaire, pour accéder à la créolisation. On voit encore comment la nécessité de Perse implique une étape du renversement dialectique. La mise à mort symbolique de Perse est là, évidente, et permet à Glissant et à son propos d'exister en soi. Sauf que, et c'est là encore un énième temps de la consommation dialectique, Glissant remarque que Perse souffre d'une distorsion que ne lui reconnaissent ni ses pairs créoles, ni l'exégète français. Il dit « Il n'est pas étonnant que pour ceux des Antillais qui se vouent à réconcilier par-delà le désordre colonial nature et culture antillaise, le rapport à Perse soit ambigu, réticent. » On voit bien que Glissant parle ici de lui-même, d'autant plus que Glissant affirme quelques lignes plus loin que Perse n'est pas antillais, qu'il ne voulut pas être antillais, qu'il n'est pas impliqué à cette histoire pour ce qu'il est libre de s'en départir. Mais Glissant dit en même temps, Perse vit là le drame du blanc créole et témoigne d'une fragile antillanité. Perse s'échappe de notre histoire et la nie, mais en même temps, il nous ignore et nous rejoint. Perse ne partage avec nous que cette tentation du départ dont il fit acte. On voit bien quel est le problème de Glissant en face de Perse, à savoir celui de la question du nous, nous autres poètes du Sud, c'est-à-dire de l'identité originelle du poète à laquelle s'était arraché Léger, ce doublant de Perse, et à laquelle s'oppose chez Saint John Perse précisément la question de ce lieu clos où le poète se met en marge de sa naissance. Glissant disait « Deux tentatives sont coupables de laisser en Perse un inexpliqué, celle par quoi on veut le ramener de toute force dans son terreau antillais, celle par quoi on s'acharne à le blanchir de sa créolité. Or, ces deux tentatives sont les siennes, d'abord. Et Glissant ne cesse d'expliquer l'œuvre de Perse par sa naissance antillaise, lui refusant ainsi cette tentative ou cet arrachement à l'identité, à la terre, précisément pour ne plus être assigné à la figure du béquet. Je termine, oui. Je finis avec ça. Si Perse était venu à un autre monde, s'il était venu ailleurs au monde, il eût certes été plus contraint par des enracinements, des atavismes, une glu de terre qui l'eût attaché ferme. La naissance antillaise, au contraire, le laisse ouvert à l'errance. On est là dans le paroxysme de l'ambivalence. Mais je pourrais développer plus longtemps, et il me faut terminer. On pourrait donc croire, à ce moment-là, que les textes nouent une permanente oscillation, un incessant balancement, et témoignent du conflit de Glissant éprouvé en miroir de Saint John Perse, conflit qui l'impose de cultiver l'écart irrémédiable, d'aller à la fois vers les lointains et de se retourner vers l'origine, régime de l'aller-retour. Glissant le dit très bien, nous tremblons de l'imposition de rester et de la tentation de partir. Mais, et là je parlerai d'un manuscrit qu'on a retrouvé dans les archives, manuscrit du livre rêvé, le livre sur Saint John Perse, dont on n'a retrouvé que 3 feuilles. Ces notes commencent par cette phrase « Vision d'un petit nègre essayant de deviner le petit blanc ». Glissant exprime un doute final, après une liste des thèmes à relever, problématique peut-être du livre rêvé. Toute la question est de savoir si cette poétique de Perse assume aussi une démesure de la démesure, c'est-à-dire si elle est à la semblance du chaos monde actuel, si elle est le frémissant rassemblement d'un monde de l'universel qui disparaît, ou le prophétique appel d'un monde de l'inextricable et de l'imprévisible qui se dessine. Cette poésie est double elle aussi, non pas littérature du monde, mais son écho révélateur. Contrairement à la sienne, pensait-il, la poésie de Perse n'aurait été que l'écho révélateur de ce cri du monde que la poétique de la relation prenait en charge. Alors que lui disait écrire en présence de toutes les langues du monde, Perse demeurait à ses yeux monolingue. Enfin, dans ce chiasme quadripartite de sa vision de l'histoire littéraire, vous connaissez mesure de la mesure de la démesure, etc., Glissant situait l'œuvre de Perse dans le 3e temps,
celui de la mesure de la démesure, quand la sienne, celle de Glissant, est lancée vers le tout-monde, dépasser l'idée abstraite et généreuse de monde pour la changer en matière concrète et multipliée. Dernière citation, et je terminerai. Nous pourrions concevoir aujourd'hui, par et à travers l'expression littéraire et artistique, une démesure de la démesure. Consentir au démêlé du monde, aux traces non régulées par où nous le vivons, ce serait là l'ébauche d'une autre poétique, aventureuse et fragile, dont l'œuvre de Perse aura été par antinomie l'annonce flamboyante et irrécusable. En réalité, je pense que Glissant veut dire l'annonce vacillante et récusable. Lui qui suggérait le triomphe des poètes du Sud sur les prétentions universelles des poètes européens. C'est là la conclusion provocatrice de ma lecture, et pour que tout se remette à trembler, je citerai une dernière fois une citation qui signale encore l'ambivalence de Glissant. Citation extraite d'un entretien sur la poésie lyrique dans lequel le poète avoue son intention. Des pays comme la Martinique sont des recueils de poèmes. Saint John Perse, qui a chanté ces îles dans Éloge, était un caravanier, et pas seulement parce qu'il a écrit Anabase. Moi, je voulais revenir, m'ancrer dans une maison à moi. J'écris une poésie non pas de difficulté d'être, mais d'y être, de s'enraciner. Le fond de ce que j'écris, c'est de réenraciner, de réensoucher dans la terre antillaise une parole qui ne soit pas aliénée. J'ai terminé. Merci. La communication de Boita Malela, qui est comparatiste et historien des intellectuels de la diaspora afro-antillaise. Il s'intéresse aux lettres francophones d'Afrique, des Caraïbes, bien sûr, et d'Europe, à la théorie de la littérature, sociologie de la littérature, études postcoloniales, relations entre philosophie et littérature, aux relations aussi entre art musical, médias et littérature, et aux études de genre, masculinité et féminisme. Boita Malela est l'auteur de 3 monographies consacrées aux écrivains afro-antillais à Paris, 1920-1960. Stratégie et posture identitaire, de 2008, et une monographie consacrée à Aimé Césaire, Le fil et la trame, critique et figuration de la colonialité du pouvoir, de 2009. Il a aussi écrit sur Michael Jackson, Le visage, la musique et la danse, Anamnèse d'une trajectoire afro-américaine, 2012, donc récent. Aujourd'hui, Boita nous parle de, à moins que vous ayez changé votre titre, Perse et Césaire, vu par Édouard Glissant, de l'énologie à l'ontologie. Merci beaucoup Bernadette. Merci également aux organisateurs Sylvie Glissant, Luc Serran et les autres pour avoir bien voulu m'inviter généreusement à participer à ce colloque. Longtemps j'ai rêvé de participer à un colloque qui réunit Perse et Césaire Glissant et Sylvie Glissant et ses amis et ses collaborateurs l'ont fait. J'en ai rêvé, ils l'ont fait. Donc je voudrais merci de tout cœur pour votre invitation et merci à vous d'avoir patienté, de patienter pour m'écouter. Merci à mes prédécesseurs dont les propos m'ont beaucoup nourri. Donc, il s'agit pour moi d'examiner comment Édouard Glissant, en tant que critique, va élaborer une relecture philosophique de Saint John Perse et d'Aimé Césaire à partir de la question de l'un. Cette relecture critique lui permet de construire des éléments de sa pensée de la relation comme étant à parallèle à la démarche de Perse et Césaire. Telle est notre monohypothèse de départ qui prend source dans 2 éléments. Le premier élément est l'examen de l'atmosphère idéologique et intellectuelle qui définit les enjeux principaux de Glissant d'une part, et d'autre part, c'est le deuxième élément, c'est l'examen de la transposition de ces conditions historiques et de production de l'esprit dans ces prises de position philosophiques. Pour ce qui est de l'ordre temporel de l'atmosphère idéologique, je souhaiterais le résumer car le temps ne me permet pas d'entrer en profondeur. Donc le moment où Glissant participe au débat intellectuel, un moment d'élaboration des premiers éléments de sa pensée, l'atmosphère idéologique, et bien sûr je coupe à la loupe, veuillez m'excuser pour cette... c'est un peu caricatural, bon, l'atmosphère idéologique dans les 50 et 60 se trouve marquée par un clivage entre différents pôles, allant très vite progressiste et conservateur d'une part, et puis un pôle générationnel entre les différents intellectuels. Et parmi ces intellectuels, il y a des intellectuels qui sont déjà consacrés, notamment Paul Claudel qui meurt dans les années 50, Saint John Perse qui est consacré, et ceux qui le seront après.
la région gauche de l'espace idéologique domine largement la région droite. Donc ceux qui dominent à l'époque, c'est notamment la fraction marxisante comment dirais-je, du réseau intellectuel qui domine comment dirais-je, comme horizon de référence idéologique important. Et de plus, ce pôle-là est à un moment donné organisé autour du Parti communiste français pour ce qui concerne la France, avant que ce dernier, le Parti communiste français, ne fasse les frais de l'effet du rapport Kouchel en 1956, qui conduira certains écrivains à se défaire ou à prendre leur distance avec le Parti communiste, notamment Vercors, Sartre, Césaire, qui quittera avec fracas le Parti communiste, comme vous le savez. Et Abiola, Irélé l'a rappelé, font quoi de très belles pages sur le Parti communiste, oui c'est ça, sur le Parti communiste dans son dernier ouvrage, Aimé Césaire. Et en même temps, la question des peuples dominés occupe une place importante dans l'espace des débats, ce qui détermine les différentes positions des intellectuels, notamment Édouard Glissant et Aimé Césaire, ou l'inverse, Aimé Césaire et Édouard Glissant. Là où Saint John Perse et Bernadette Caillé l'a rappelé hier, observent une certaine prudence de par sa position de notable, à l'écart, puisqu'il vit principalement aux États-Unis, et est déjà sur la voie de la colonisation. Je vous rappelle qu'il y a une première œuvre complète de sa poésie qui part en 1953. Et il est plus impliqué dans la politique officielle, notamment les premiers éléments de l'émergence de la future Union européenne, comme vous le savez. Donc les modifications qui en résulteront seront la période des indépendances et son corollaire, le bouleversement du jeu international avec l'avènement de nouveaux États ainsi constitués, de leur rapport avec soi-même et l'ancienne tutelle coloniale, moralement déchue, et de leur rapport à l'engagement. Le champ philosophique en est aussi affecté et l'exprime dans son propre langage. Les grandes figures dominantes dans le domaine de la pensée dans l'ère francophone sont alors Sartre, Aron, Camus, Jean Val, Merleau-Ponty et j'en passe, et je passe, il y en a plein d'autres. Ces figures débattront chacune à leur manière des problèmes principalement liés à la conscience, au choix ou à la liberté et à l'absurde. Se dessine ainsi la reconfiguration du réseau philosophique dans les années 50 et 60. L'un des principaux problèmes philosophiques en jeu est celui de l'existence. L'existence serait un donné pur, sans fondement métaphysique. Cette même existence suppose la relation avec un autre absolu, autre avec lequel se rapproche un sujet individuel. Autrement dit, la relation à autrui est pensée comme une relation qui introduit à l'existence. La question portant sur la nature de cette relation constitue un des enjeux des luttes intellectuelles dans le champ entre Sartre, Camus, Val, Lévinas et Édouard Glissant. Il apportera également sa proposition en commençant par redéfinir précisément la nature de cette relation qu'il appliquera ensuite à sa lecture de Perse et Césaire. Prenant en même temps ses distances avec les penseurs principaux de ce moment, dont Sartre reste la figure tutélaire la plus en vue, c'est contre ces figures que de nouveaux agents ou acteurs vont reconstituer leurs propres problématiques. Cet ensemble de problèmes sera incarné dans la notion de structure. Donc on arrive à un autre niveau de problème, dont l'objectif vise à généraliser et à tenir pour modèle la linguistique structurale dont on retient principalement l'idée de système de différence. Ainsi, le moment de la structure fait apparaître la tension entre le local et le global, le relatif et l'absolu, ainsi que la totalité systématique que va attaquer Glissant en y voyant une persistance de la pratique de l'un. Claude Lévi-Strauss, Lacan, Barthes, les premiers Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard et bien d'autres participent de ce moment dans leur première production philosophique, je dis bien leur première, avant que l'œuvre de chacun d'entre eux n'entre elle aussi dans d'autres moments, de la même manière que pour Glissant. Toutefois, le dénominateur commun entre ces penseurs aussi différents est de proposer un autre principe de division de vision, que j'appellerais un nomos, qui conserve toutefois les acquis de la critique marxienne, et pas marxiste, marxienne, des idéologies, de la généalogie nietzschéenne et de la psychanalyse freudienne. Certains d'entre eux se méfient de l'idée de système qu'incarnerait à leurs yeux la philosophie de Hegel, d'où par exemple le refus glissantien de ce qu'il appellera plus tard les pensées de système ou les systèmes de pensée. Telles sont ces quelques-unes des possibilités offertes à Glissant par le réseau philosophique qui en outre doit aussi faire face aux déterminations externes. Je résume en gros quel est le problème que doit résoudre Glissant à cette époque, de mon point de vue. Le premier problème est le problème de l'existence. Le deuxième est celui amené par la structure, à savoir l'idée de système et de différence. Édouard Glissant va construire un discours qui tente de reformuler les problèmes en fonction de ses propres dispositions qu'il doit réajuster aux changements en cours dans le monde des idées. Ce sont ces modifications d'ordre externe, politique, indépendance, etc., et interne, changement de moment philosophique, on arrive à de nouveaux types de problèmes dans le champ intellectuel, qu'il va transposer dans le champ intellectuel et singulièrement dans celui des marges philosophiques. Concrètement,
Glissant propose de déconstruire le langage philosophique lié au régime de pouvoir, pour paraphraser Foucault, des agents dominants et ce que j'appellerais la colonialité du pouvoir, ou l'aliénation, si vous voulez, l'aliénation au sens de Spinoza, désir-souffrance, de changer d'épistémé, pardonnez-moi ces termes barbares, en repartant de la position des marges. Donc c'est surtout, de mon point de vue, une question de position, à partir de laquelle il va redéfinir son propre discours. Ce changement se fait à travers l'introduction d'un autre moment philosophique dont le problème demeure celui de la relation face à l'un, résultat de sa méfiance des systèmes qu'il juge encore tenaces dans les problèmes liés à l'existence et à la structure, justement. À partir de cette proposition philosophique, Glissant relie les démarches d'autres penseurs et producteurs littéraires comme Saint-Jean Perse et Césaire. Il voit dans le discours littéraire de ces derniers le maintien d'une pratique énologique, de l'un donc, qu'il oppose à ce que lui appelle la relation. Par ce biais, il revisite le problème de l'un et du multiple, opératoire dans la tradition qui fait de l'un un élément prépondérant de la pensée philosophique. Qu'est-ce que l'un dans la tradition philosophique? En résumé, la question de l'un peut se comprendre comme un mode de maîtrise des choses multiples en devenir dans une visée unificatrice. Ça, c'est la tradition philosophique, résumée bien évidemment. Les philosophes de Rinçal me tueront. Cette question remonte notamment à la philosophie égyptienne pharaonique, avant de connaître une autre destinée dans la philosophie grecque avec Platon, qui l'introduit dans son Parménide, où il impose la métaphysique et soumet l'ontologie à l'énologie. Aristote place l'énologie au cœur de sa métaphysique en la liant à la mesure de toutes les choses, aux questions principielles. Mais la question de l'un prendra une autre ampleur avec Plotin. Plotin propose une réflexion métaphysique une réflexion métaphysique qui part de l'un absolu, première hypostase, c'est-à-dire l'un, pour arriver par la multiplicité, pour arriver à l'un multiple, deuxième hypostase, l'intelligence et l'être, et enfin à l'un qui est dominé par la multiplicité, c'est-à-dire l'âme, troisième hypostase. Il s'agit de trois façons différentes de manifester l'un. Les thèses d'Aristote et de Plotin sont aussi des manières d'apporter une solution au problème de la participation du sensible à l'intelligible, initiée par Platon, puisque Platon définit la question de l'un à partir du problème de la participation du monde sensible et de l'intelligible, et il invoque pour cela, comme vous savez peut-être, la question, l'argument du troisième, etc. Il y a donc une multiplicité des pratiques de l'un qui traverse l'histoire de la pensée antique et médiévale jusqu'au XIIIe siècle, où saint Thomas d'Aquin parvient à instaurer une ontologie généralisée. Donc avant cela, c'était la question de l'énologie qui était une question principale, et la question de l'énologie était liée à la question de l'ontologie, mais l'ontologie n'était pas dominante. La question de l'énologie n'est dès lors pas ahistorique. Et donc, quand Édouard Glissant parle de la question de l'un, ce n'est pas ahistorique, c'est lié à une tradition. Et lui, alors la question maintenant, comment il s'écarte de la tradition ou comment elle rejoint-il? Elle connaît une transmutation dans les années 50 et 60, malgré la domination de l'ontologie, qui s'est renforcée depuis Heidegger, Sartre et même Glissant, de par sa réflexion entre l'être absolu et l'état. C'est donc dans ce contexte philosophique que Glissant renverse à sa façon la donne dans le monde intellectuel, lorsqu'il fait une distinction même dans l'ontologie, dont il se sert ensuite pour déconstruire l'énologie. Ainsi, il répond à la double injonction du problème de l'existence et de la structure en éliminant précisément les différentes conceptions que recouvrait l'un dans les moments philosophiques antérieurs. Il en garde l'idée générale de pratique unificatrice qu'il applique ensuite à sa lecture de Perse et Césaire pour enfin instaurer à son tour sa propre injonction, qui est celle de la relation. Donc sa relation, pour moi, c'est une injonction qui répond à ce problème de l'existence et de la structure. Cet un, ou cette énologie de Glissant, ou chez Glissant, peut recouvrir plusieurs dimensions. Nous n'en retenons que trois pour simplifier notre discours. Et les éminents spécialistes de Glissant ici, évidemment, vont aussi me tuer, mais c'est pas grave, je suis ici pour mourir. C'est sur cette base que l'auteur de Philosophie de la relation va repenser l'un, particulièrement dans la lecture qu'il fait de la mise en présence des peuples et de leur culture. Pour lui, la volonté unificatrice prend forme dans la promotion d'un universel abstrait derrière lequel se dissimulent toujours des valeurs particulières. Celles-ci peuvent aller jusqu'à l'exclusion des autres de l'historicité, comme Hegel le fait à propos de l'Afrique. Cette exclusion s'explique en partie par un système qui conçoit le monde sans l'extranéité et impose son propre choix. Glissant fait ainsi référence à la notion de système qu'il critique abondamment dans toutes ses œuvres. Donc ici, je résume, le monde comme solitude plus l'imposition de soi et de l'univers, c'est l'un. C'est une manifestation possible de l'un. Ensuite, il développe cette thématique de l'un à partir d'un autre concept qu'il appelle le même. Celui-ci tend toujours à l'universel. Dans cette perspective, l'autre s'apparente davantage à un instrument dont on se sert comme matière à sublimer.
Il requiert l'être et de la solitude, et sa traduction poétique est l'expansionnisme ou l'extension de soi, mais il finit toujours par saturer et débloquer l'exigence, dit-il, du divers. Le même plus universel égale là. Et donc, c'est toujours en fait plusieurs manifestations pour dire là. Donc, l'un tendrait à l'unification. Ainsi, Glissant l'applique à la production littéraire de Saint-John Perse plusieurs fois dans ses différents essais. Pour lui, et là je rejoins les propos de Raphaël, la dernière partie de Raphaël. Raphaël a très bien développé ça, donc ce sera plus facile de comprendre mon propos à partir de Raphaël, je vous remercie. Ainsi, Glissant l'applique à sa production littéraire plusieurs fois dans ses différents essais. Pour lui, il y a dès le départ une difficulté à soulever dans la démarche de Perse. Elle part toujours, la démarche de Perse partirait toujours de ce qu'il appelle la périphérie, pour finalement trouver refuge dans un hymne au langage. La poésie persienne serait alors le lieu de l'exil ou de l'alliance qui manifesterait l'un. Parce que la poésie reste autoréférentielle et correspond à un mouvement d'unification du tout et préconise une universalisation par l'Ouest, mieux même du langage en question. Et font quoi dans Essai sur une mesure du monde, Édouard Glissant, très beau livre qui m'a introduit à Édouard Glissant, développe très bien cette question du langage. C'est pourquoi Glissant appelle Saint-John Perse le dernier trouvère d'un monde systématisé, comme l'a bien rappelé Raphaël. La parole comme lieu qui conduit à l'un s'enracine dans l'Occident. Postule universel, privilégie l'être et pas l'étant, même s'il y a dans Éloge un abbas exilé vent, dit Glissant, l'errance et l'exil et un intérêt pour le monde en mouvement, qui, poussé plus loin, pourrait augurer de ce que Glissant appelle, par opposition à l'un, la relation et son corollaire esthétique, la poétique de la relation. Cette ouverture à l'errance s'expliquerait par sa proximité originelle avec les Antilles, qui aboutit néanmoins à un drame chez Perse, et Raphaël l'a rappelé, blanc créole, incompris, en même temps il a très peu de proximité avec les Antillais, son historicité, etc. C'est ainsi qu'il développe une poétique ouverte au monde, mais un monde en système, comme chez Hegel en quelque sorte. L'un persiste dans une certaine ontologie qui absolutise l'être, et par là crée ses propres limites aux effets négatifs, dogme, nationalisme, impérialisme, etc., qui conduisent à une négation de l'autre. Le fondement en est une conception identitaire, non pas perçue comme processus, process, comme chez Foucault par exemple, mais comme racine unique. En cela, il n'est pas loin des thèses de Deleuze. Ces effets peuvent être la génération d'une genèse du monde fondé sur une filiation qui se revendique d'un territoire, etc., ou encore la mondialisation qui uniformise par le bas et impose donc une pensée en système. Donc ici, la pensée en système plus l'être absolutisé, c'est l'un aussi. Donc vous voyez, mon idée est de dire qu'il y a une pratique dans l'histoire de la philosophie de l'un qui est multiple, et qu'Édouard Glissant ne s'en écarte pas en vérité. Il y a une conception de l'un qu'il déploie à partir de plusieurs éléments conceptuels, qui, de ce point de vue-là, répond également, en quelque sorte, à l'injonction de Deleuze, à savoir qu'est-ce que la philosophie, c'est l'art de produire des concepts. Édouard Glissant produit des concepts, non pas pour produire des concepts, produit des concepts pour parvenir à saisir, pense-t-il, le tout, n'est-ce pas, la totalité en mouvement, comme il dit. Comment saisir cette totalité en mouvement? Alors, c'est là c'est là qu'il y a peut-être une aporie, à savoir, et là on en parlait avec Foncoua hier, il m'excusera de révéler nos relations, notre discussion en aparté, qu'effectivement le problème de l'écriture en français, c'est que la langue est aussi un système. Donc l'écartement du système, à partir de la langue française, peut être une difficulté que je vous soumets ici, que je soumets à la discussion. Donc est-ce que Édouard Glissant, en critiquant là, finalement, ne revient pas à la question de l'un lui-même à travers le langage? Et là, il va répondre qu'il y a différence entre langue et langage. Ce serait son objection. On est d'accord ou pas d'accord? En fait, je ne vous dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas mon problème. En privé, c'est peut-être un problème, mais pour moi, ce n'est pas mon problème ici. Mon problème, c'est de dire que c'est une injonction. Ça rend la question de la relation et de l'un, c'est une injonction. C'est ça mon problème. Si chez Césaire, la présence d'une quête de liberté, donc c'est là qu'il critique Césaire, une quête de liberté passe par l'exploration de l'être fondamental, il s'agissait avant tout, et Raphaël l'a très bien rappelé, il s'agissait avant tout d'une prise de conscience, d'un cri et d'une proximité avec soi et le monde retrouvé. La poésie de Césaire développerait une poétique de dépassement à travers la figure du rebelle qu'elle invoque,
mais le souci de la filiation. Donc en fait, Césaire s'inscrit également dans une pratique de l'art, puisqu'il a référence à une forme de filiation avec, comment dirais-je, avec l'Afrique, une Afrique unifiée. Et donc pour Glissant, de ce point de vue-là, la négritude, comme affirmation d'une conscience de soi, puisée malheureusement dans une autre terre lointaine à vocation universalisée. Donc l'Afrique, c'est une autre manière de rejoindre l'art. Et se rapprocher ainsi donc de l'Inde dans sa revendication de l'héritage africain, cette nécessité de départ devait s'abolir par l'auto-affirmation. On le voit. Glissant voit la conception, je vais passer à ma conclusion, parce que là j'ai écrit des bêtises. Donc, excusez-moi de conclure à la louche un peu, donc, en guise de conclusion, ce ne serait pas une conclusion. Toutefois, chez chacun des deux écrivains, on pourrait trouver une forme de possibilité du multiple pour Glissant, et que ce multiple que Glissant appelle le divers ou la relation, ou plus tard encore la pensée du tremblement, une nouvelle région du monde, etc. Oui, c'est une déclinaison de cela. Je ne dis pas que c'est la même chose, je dis que c'est une déclinaison d'une intuition, pour reprendre le terme de Bergson, donc c'est en cela également, comment dirais-je, la répétition également, philosophie de Deleuze aussi, la différence et répétition, c'est aussi ça en fait, c'est sous l'idée de Deleuze. En fait. À travers la répétition et la reprise de concepts, c'est la question de me poser, est-ce que c'est pas là également, finalement, une manifestation de l'art? En fait, c'est aussi ça l'une des difficultés, c'est une question ouverte. Donc chez Saint John Perse, pour Glissant, l'errance marque un certain intérêt pour un monde en mouvement, même si cet intérêt échoue dans un langage qui se confond à l'ouest. Chez Aimé Césaire, la conscience de soi déjà amorcée dans lequel il est retour au pays natal offre la possibilité d'une relative fécondité poétique, mais elle échoue aussi dans la quête généralisante qui fait de l'Afrique un universel à atteindre. Ces deux chemins de la pensée sont donc à éviter pour répondre au problème des rapports de proximité avec l'autre, l'existence, et à la question du langage amené par la structure qui prend pour modèle la linguistique. C'est pourquoi il y aurait lieu de développer ce que Glissant nomme une poétique de la relation qui prend le contre-pied de la pratique de l'un et déplace le moment de l'existence et de la structure vers celui de la relation. Telle est la position qu'il tient et tiendra dans l'univers intellectuel jusqu'à en faire un véritable paradigme qui va même impacter le domaine de la recherche littéraire. C'est-à-dire que il a un paradigme qui est tellement puissant que désormais, même dans le domaine des études littéraires, on explique Glissant avec les termes d'Édouard Glissant. Ceux qui posent problème, se posent un problème épistémologique. Merci de votre attention. Une session tout à fait admirable, monsieur. Félicitations. Monsieur Loïc Séry, combien de temps avons-nous pour une petite discussion? Moins 10 minutes. Pardon? Ah bon, alors c'est très bien. Moi, j'aimerais beaucoup que nos amis ici participent à la discussion. Est-ce que vous avez, messieurs, dames, des questions, des remarques, de quelque sorte que ce soit, pour nos intervenants? Monsieur? J'aurais une question pour monsieur Leroy. Alors, il faudrait peut-être, je ne sais pas, que vous veniez là et empruntiez un de nos micros, rapidement. À moins qu'il y ait un micro là-bas. On n'a pas entendu, monsieur. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. Vous citiez donc, je reprends pour la troisième fois, une critique que Glissant fait du livre de Caillot sur Saint John Perse. Bon, moi je ne connais pas cet article, je ne le connais que parce que vous en avez vous-même cité. Je ne suis pas sûr que la critique soit très fondée, elle a été, parce que ce n'est pas l'objet de Caillot, bien entendu. Donc ça n'a pas dans de reprocher de la mais ma question est surtout sur le reste de la critique consacrée à Saint John Perse. Est-ce qu'on sait ce que le jugement que Glissant portait, par exemple, sur les travaux d'Albert Henry, qui me semble extrêmement important? Et en particulier, s'est-il intéressé à ces questions de genèse de l'œuvre de Saint John Perse,
que les travaux d'Albert Henry ont éclairé d'une façon, à mon sens, admirable, au moins pour certains des textes. Alors, il faudrait peut-être poser la question en réalité à Patrick Chamoiseau, mais je pense que Glissant ne se souciait guère de critique de Saint John Perse. Il lisait Saint John Perse et l'article de Caillois en 1954, c'était plus, on va dire, une commande pour une époque où il travaillait, où il collaborait aux Lettres Nouvelles et où il devait livrer des articles. Je pense que par la suite, Glissant n'a pas vraiment lu les critiques de Saint John Perse, mais bon, la question, il faudrait la poser à ceux qui l'ont connu durant cette époque-là. Je ne peux pas y répondre. Quant à la notice sur Caillois, moi, ce qui m'étonnait et que j'aurais voulu développer peut-être un peu plus, c'est que, bon, déjà, moi, quand j'ai vu la violence avec laquelle Glissant s'attaquait à Caillois, je suis allé lire le livre. Caillois, dès les premières lignes, se défend et dit « Je ne vais pas faire une annonce de la poétique, mais analyser l'article et l'adverbe. » Enfin, il s'en défend très bien. Par ailleurs, Caillois, et je pense que c'est là tout le problème pour Glissant, met l'accent sur la préoccupation mondiale de la poésie de Perse, alors que Glissant aurait aimé que Caillois souligne, comme Émile Yoyo l'a fait, la particularité antillaise de Perse. Donc je pense que c'est pour ça que Glissant fonde cette critique-là. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est de voir que quelques années plus tard, Glissant reprendra à son compte certaines analyses de Caillois. Ah, oui. Très bien. Encore, s'il vous plaît. Ah, c'est un monsieur, je ne vois pas. Oui, monsieur. Ah, c'est moi. Oui, j'aurai l'occasion plus tard de parler aussi, donc juste 2 mots. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Oui. Alors, bon, j'ai trouvé la communication de Raphaël extraordinaire, la seule chose que je dirais. 2 choses. D'abord, j'ai trouvé que cette question de la relation entre Glissant et les autres écrivains, Faulkner, Mississippi nous éclaire beaucoup sur cette question. Et je dis littéralement par la façon de trouver la maison de Faulkner. Il perd le chemin, il y arrive, il refuse de monter dedans. Et je me demande si ce n'est pas un modèle. Comment il perd le chemin en trouvant ses maîtres littéraires, il refuse de monter dans leur chambre. Ouais. Et je crois qu'on ne peut pas... Bon, le colloque, c'est sur les 3 Antillais, mais cette question ne s'arrête pas là. Est-ce qu'on peut parler de ces gens sans parler de Verdi? Est-ce qu'on peut parler de ces gens sans parler de Walcott, qui avait aussi opposé... ouais. Donc, il y a toutes les questions. La deuxième chose que je dirais, c'est sur Perse. Moi, je suis convaincu que Perse est un lien qu'on n'a pas encore vraiment suffisamment analysé dans la littérature de l'autre Amérique. Parce que c'est extraordinaire comment Perse lit Césaire, Glissant et Walcott d'un côté, et de l'autre côté, il lit Eliot, Whitman et Poe. Donc, dis-moi si ce n'est pas un imaginaire extraordinaire pour l'Amérique. Merci. Une autre remarque, question, s'il vous plaît? Non? Moi, j'ai peut-être 2 ou 3 petites choses, mais oui, c'est cette question du tout, là, chez Glissant. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un petit danger de retour à l'âge dans la question du tout? Tout le monde. Est-ce que c'est un danger le retour de l'un? Edouard Glissant, Enfin, de la perspective. Oui, Edouard Glissant, là, il est considéré comme problématique. Mais comment il y va. La relation qui se déploie à travers plusieurs notions, plusieurs manifestations, plusieurs manières de le dire. Moi, je dirais que Edouard Glissant, à partir de la notion de relation, a une pratique plotinicienne
sa Une pratique plotinicienne, donc de Plotin. un peu Donc de là en fait. Donc en fait c'est plusieurs hypostases de là, Ah, oui. de la relation. La relation serait comme une sorte de fontaine, donc comment dire, à partir de la relation procéderait plusieurs manifestations. Le sensible, l'intelligible, l'intelligence et puis l'âme. En fait, c'est la relation égale la pensée du tremblement. La pensée du tremblement, c'est le cas au monde. Le cas au monde, en fait, qui est en fait la conclusion de qu'est-ce que la philosophie de Deleuze. Si vous disiez qu'est-ce que la philosophie de Deleuze, dans la conclusion de Deleuze, c'est Deleuze qui introduit cette notion en fait de chaos que Édouard Glissant reprend, en même temps en disant qu'il s'inspire des sciences physiques. Mais c'est surtout en fait c'est Deleuze qui nous donne cette clé de la notion de chaos pour exprimer en fait, un monde qui serait complexe, ou même on peut même le rapprocher de pensée complexe de Morin. Donc c'est un monde complexe, et qu'est-ce qu'il fait? Pour comprendre ce monde complexe, il faut le simplifier. Édouard Glissant, pour comprendre la complexité d'arriver, qu'est-ce qu'il fait? Le simplifier à travers la notion de relation. Et donc c'est pour ça que en fait, c'est aussi une pratique, une autre pratique ou une transmutation de la notion de l'âme. Oui, mais vous avez remarqué, enfin il me semble, qu'on ne voit pas d'évocation d'Edgar Morin chez Glissant. C'est un peu problématique, d'autant plus que le terme reliance d'Edgar Morin, où le situer par rapport à relation. Et évidemment, Edgar Morin, qui est sociologue, etc., propose des projets pratiques qui sont dans l'imaginaire de Glissant. On ne demande pas à un grand poète de vous raconter comment ça se passe, c'est la gouvernance des choses et des gens qu'on retrouve chez Edgar Morin. Il y a quelque chose d'intéressant là, qui n'a jamais été exploré. Le risque de choquer, je dirais même que la notion de relation, c'est aussi une amélioration ou une manifestation de la notion de monade de Leibniz. De qui? Leibniz. Oh. Si on lit bien, Leibniz, c'est pas les commentaires sur Leibniz, si on lit bien Leibniz, vous allez voir que il n'est pas loin en fait de la monade. Il faudrait explorer ça. Mais Édouard Glissant, c'est un philosophe aussi, donc il faut, comment dirais-je, comme on est littéraire, donc on a une vision littéraire d'Édouard Glissant, mais si on relie Édouard Glissant à la pensée philosophique, vous allez voir qu'en fait il discute avec des tas de philosophes. Il faut simplement le remettre en relation, et cela apparaît. Mais si on l'isole de la philosophie, il y a eu un bouquin affreux qui est sorti, la paraphilosophie d'Édouard Glissant. Ah, très bien. Donc voilà. Mais si vraiment, c'est ça c'est l'idée que je défends. Après on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Moi j'entends la défense cette idée. Effectivement, Édouard Glissant ne peut pas être isolé du monde philosophique. Et il a été isolé du monde philosophique, donc on ne comprend pas très bien en fait. On dit qu'est-ce que la relation? La relation c'est la relation. Non, la relation c'est pas la relation. La relation c'est une réponse à des problèmes philosophiques à travers. Donc la relation c'est un moment philosophique qu'il doit imposer. N'est-ce pas? Mais d'ailleurs, c'est très compliqué le concept de relation chez Édouard Glissant, parce qu'il a dit et redit qu'on ne peut, le terme relationship en anglais ne conviendrait pas, qu'il ne s'agit pas de relation entre ceci et cela. Cependant, si on étudie avec grand détail les romans, les poèmes, etc., on voit très bien qu'il y a sans arrêt des relations entre tel et tel morceau du monde à l'intérieur de telle ou telle société, etc. Et donc, il faut à la fois, je pense, penser à relations entre eux et puis relations, structures mentales, la présence de toutes les cultures du monde dans la tête, etc. C'est beaucoup plus complexe que je pense, que ce qu'on a l'air de dire. Monsieur Létol, je crois que Monsieur Loïc Séry nous fait signe. Je m'arrête. On n'a pas répondu à la question de monsieur sur Roger Caillois. Et je pense qu'il serait bon de préciser que le reproche que lui fait Glissant n'a rien à voir avec celui que lui fait Césaire dans le discours sur le colonialisme. Il s'agit justement, dans le discours de Césaire, du Caillois politique. Politique, n'est-ce pas? Homme de droite, etc., homme très conservateur. Dans le reproche que lui fait Glissant, et moi aussi, j'apprends justement, comme d'autres aujourd'hui même, n'est-ce pas, ce qu'a dit Glissant de Caillois, eh bien, il peut lui reprocher d'être plutôt étriqué, limité
ajouté dans sa critique, mais c'est une critique littéraire, mais surtout linguistique, et en cela fondatrice de toute une école de linguisticiens illisibles qui l'ont suivi. Merci.